Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du Mercato Idéal, nouvel épisode puisque cet été je me suis lancé le défi assez fou de réaliser chaque Mercato Idéal dans chaque club de Ligue 1. Alors effectivement ça demande pas mal de travail, mais pourquoi je fais ça cette année? Parce que comme vous le savez c'est la crise des droits télé, il y a un déclassement européen, bref, aidons le football français. Les clubs de Ligue 1 doivent réapprendre à travailler, fini les gros salaires, fini les gros transferts. Désormais c'est des joueurs bien ciblés en fonction de leur profil, peut-être même dans des championnats plus secondaire. Une chose est sûre, c'est que Lorient ne fait pas figure d'exception. Lorient qui vient de monter en Ligue 1 cette année, qui va du coup devoir aussi un peu renouveler son effectif niveau Ligue 2 vers un effectif un peu plus niveau Ligue 1. Même si Lorient a été champion de Ligue 2 l'année passée, on va essayer de construire autour de cadres et trouver des bons joueurs à dénicher. Donc pour ça, on attaque directement avec le contexte club. Donc comme je l'ai dit, Lorient est monté en Ligue 1 cette année. Ils ont fini champion de Ligue 2 devant le Paris FC quand même, hein, qui a vu l'arrivée de la famille Arnaud, du groupe Red Bull, etc. Donc à Lorient, qu'est-ce qui a été intéressant cette année? On a pu voir notamment une formation assez encourageante. On a vu Elie Junior Kroupi qui est le meilleur buteur de Ligue 2, Arthur Avomebong notamment au milieu de terrain qui a beaucoup apporté à cette équipe. Néanmoins, ces deux joueurs-là ne devraient pas forcément faire partie du projet l'année prochaine parce qu'ils attirent déjà de nombreux courtisans. Elie Junior Kroupi, on sait déjà qu'il va partir à Bournemouth, qui est le club un peu filial de Lorient, qui détient 40% du football club de Lorient. Donc on se retrouve avec des finances limitées parce que Lorient ne fait pas figure d'exception dans la crise des droits télé. Donc on va pas pouvoir dépenser énormément d'argent. Le président Ferry a dit on ne va pas aller chercher des joueurs, on va pas dépenser 8 millions d'euros sur des joueurs. Par contre on peut aller chercher des joueurs valorisés à 8 millions d'euros, ou du moins les faire valoriser à 8 millions d'euros. Donc c'est en gros aller faire du recrutement intelligent, peut-être dans des championnats plus secondaires autour de jeunes joueurs, ce qui est dans tous les cas le projet de chaque club de Ligue 1 finalement. Et j'ai quand même mis dans le contexte club de nombreux départs à prévoir parce que la structuration de cet effectif lorientais est quand même basée aussi autour de beaucoup de joueurs qui n'ont plus forcément le niveau Ligue 1. Comme Lens l'avait fait il y a quelques années quand ils étaient montés en Ligue 1, ils avaient fait un renouvellement d'effectifs assez complet et c'est ce qui leur a permis 2 ans après d'aller chercher la Ligue des Champions et de continuer leur parcours qu'on leur connaît encore aujourd'hui. À Lorient, on va essayer de effectuer un tel renouvellement d'effectifs parce qu'il y a beaucoup de joueurs déjà qui sont en fin de contrat et il y a beaucoup de départs à prévoir de joueurs qui sont pas forcément au niveau Ligue 1 ou de joueurs un peu indésirables. Il y a pas mal de joueurs en prêt aussi qui vont revenir cet été au niveau du Morbihan, donc forcément il va y avoir pas mal de travail à ce niveau là. Et donc pour rentrer un peu plus dans les détails, j'en ai déterminé 3 points assez cruciaux pour déterminer les objectifs de ce mercato idéal. Donc reconstruire l'effectif autour de jeunes joueurs, donc que ce soit en provenance du centre de formation, parce que le centre de formation lorientais tourne plutôt bien ces dernières années, Elie Junior Kroupi, Arthur Avomebong, etc., mais aussi cibler des joueurs peu coûteux, assez jeunes au maximum dans des championnats un peu secondaires comme je l'ai dit. Alors c'est des points qu'on retrouve dans quasiment chaque épisode, mais vu que les clubs français n'ont plus d'oseille, ils doivent en gros, pour être un peu plus vulgaire, ils doivent en gros faire de l'achat-revente de joueurs, faire ce qu'on appelle du trading dans le foot, et il n'y a que ça qui peut offrir la survie quasiment certaine pour les clubs de Ligue 1 dans le championnat, parce que sans les ventes actuellement c'est très compliqué de boucler les budgets, et donc il faut au moins 1 à 2 grosses ventes par été pour pouvoir au moins se maintenir, et pour ça il faut créer des nouvelles valeurs marchandes tous les ans en allant chercher des jeunes joueurs prometteurs dans des championnats un peu plus éloignés, etc. Et puis j'ai quand même mis conserver des cadres à des postes clés. On sait qu'il va y avoir beaucoup de départs, beaucoup qu'on ne peut pas forcément empêcher, de joueurs qu'on aurait bien aimé garder. L'idée ça va quand même être de garder une colonne vertébrale vraiment fidèle au projet déjà qui a été mis en place par Olivier Pantaloni, donc de joueurs qui sont au club depuis pas mal d'années et des vraies valeurs sûres à leur poste. Donc voilà, ça va être de construire autour de ces cadres là avec des jeunes joueurs prometteurs, que ce soit en Ligue 2 ou dans des championnats un peu plus lointains, globalement en Europe, hein. Je ne suis pas aller chercher très loin en Amérique du Sud, etc. Mais bon, on a quand même déniché des bons talents, je vous incite à voir ça dans la suite de la vidéo, mais on commence gentiment par les fins de contrat. Alors à Lorient, il n'y en a que 5, mais pas des moindres. Yvon Mvogo, gardien titulaire du club depuis 3 ans désormais. C'est un des seuls du 11 lorientais qui n'a pas forcément fait une saison très rassurante. Après globalement une première année très bonne en Ligue 1, la deuxième c'était un peu moins bien. Là en Ligue 2 il s'est pas affirmé comme un des tout meilleurs gardiens du championnat, alors que il a quand même un CV que n'ont pas les autres gardiens de Ligue 2, hein. Yvon Mvogo, je crois c'était la doublure de Gulaxi à Leipzig. Il est arrivé, il a fait 2 saisons pleines en Ligue 1. Bon, sa fin de contrat rime aussi avec un salaire assez important.
Donc ça rime beaucoup avec la fin de l'histoire pour Yvan Mvogo à Lorient. J'ai vu que Lorient, dans la vraie vie, ne comptait pas prolonger son gardien et souhaitait réellement prospecter vers d'autres cibles à ce poste-là. Donc on va rester fidèle à ce qu'envisage la direction lorientaise et on va se séparer d'Yvan Mvogo qui quitte libre donc le club au même titre que Isaac James. Donc lui je crois qu'il a été formé à Lorient, c'est un franco-nigérien si je dis pas de bêtises, mais il a choisi la nationalité sportive du Nigeria. C'était la doublure de Darling Nyongwa, poste de latéral gauche. On a dû le voir 6-7 fois dans l'année. À chaque fois, bon, il n'a pas renversé des montagnes. Donc bon, Isaac James, difficile de construire avec lui. On va essayer de trouver une doublure un peu plus niveau Ligue 1. Parce que là, si imaginons demain Darling Nyongwa se blesse, est-ce que je suis prêt à mettre Isaac James en Ligue 1? Non, pas du tout. Pour moi, il a à peine le niveau Ligue 2. Donc pour lui, autant qu'il reste encore dans les échelons inférieurs et qu'il monte peut-être dans les années encore à venir, il n'a que 21 ans. Mais pour moi, voilà, je m'en sépare. Au contraire de Julien Ponceau, formé au club, qui a enchaîné les prêts. Je crois qu'il avait été prêté à Nîmes, notamment à l'époque, si je me souviens bien. Il était revenu à Lorient, il avait fait plutôt une bonne saison à Lorient lorsque le club est descendu. Plusieurs clubs de Ligue 1 étaient dessus, plusieurs clubs espagnols également. Cette année, il est en fin de contrat, il sort d'une vraie bonne saison en Ligue 2. C'est pas le joueur qui a le plus de stats, c'est pas le milieu offensif qui a le plus de stats, mais c'est un vrai joueur d'effectif, un vrai joueur de ballon. Dans les petits espaces, je le trouve vraiment intéressant. Et la Ligue 1 étant un championnat avec beaucoup d'intensité, ce type de qualité-là, c'est quand même assez rare. Donc voilà, je le garde sans trop hésiter dans l'effectif lorientais. Au moins une saison ou 2 saisons de plus, parce que je peux comprendre aussi qu'à Lorient ce soit frustrant de voir un joueur formé avec une certaine valeur marchande quitter libre le club. Donc pour moi voilà, c'est vraiment important de le garder. D'ailleurs le club lorientais lui a réellement transmis déjà une offre de prolongation, ça discute, on verra si ça se fait. Mais voilà, Stéphane Diarra, donc lui il avait été acheté au Mans il y a des années, c'était un jeune joueur prometteur quand Le Mans était en Ligue 2, donc là ils sont remontés cette année, mais quand ils étaient en Ligue 2 ça doit faire au moins 4-5 ans. Stéphane Diarra s'était révélé, il avait signé à Lorient et depuis plus rien, un joueur qui enchaîne les blessures, qui a fait très peu de bons matchs sous le maillot lorientais. Bon, sa fin d'histoire est assez logique, il aura quand même fait toute la durée de son contrat assez long à Lorient, souvent sur le banc, souvent blessé, souvent à l'infirmerie, donc mais bon, il n'aura jamais vraiment eu le rendement espéré au moment de son recrutement dans le Morbihan. Julien Laporte, vraie base du projet lorientais depuis 3 ans maintenant, même peut-être plus que ça, il est arrivé de Clermont si je me souviens bien à l'époque. Donc vraie base, à 31 ans il a encore fait une saison pleine en Ligue 2 aux côtés de Montassar Talbi. Problème, il arrivait en fin de contrat, il avait une proposition lorientaise qui lui a déplu, il a donc choisi une autre opportunité qui s'est présentée à lui, un club avec une dynamique totalement opposée à Lorient. Lorient monte en Ligue 1, Montpellier descend en Ligue 2, il a choisi le projet héroltais, il veut être un des hommes forts du renouveau montpelliérain avec Nicolin, avec la jeunesse montpelliéraine, notamment Zoumana Camara qui je trouve inspire quand même globalement confiance dans ce projet de remonter là du club montpelliérain. C'est un choix qu'il a fait Julien Laporte. Bon, on peut comprendre aussi, ça fait des années qu'il est au club, peut-être que le choix de rester en Ligue 2 est plus surprenant, mais bon, ça montre que c'est vraiment le projet qui lui a plus parlé, donc il faut respecter ça. Dans tous les cas on n'a pas le choix, le contrat est déjà signé, il a déjà fait la jolie photo sur le site officiel de Montpellier, c'est terminé pour Julien Laporte, donc voilà. On attaque les départs et là je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'il y a énormément de joueurs qui vont quitter le club, de joueurs qui notamment reviennent de prêt ou de joueurs sur qui il n'y a pas trop de doute sur l'idée qu'ils n'ont pas vraiment le niveau Ligue 1. On commence avec Elie Junior Kroupi, ça c'est un transfert qui date de cet hiver. Il va signer à Bournemouth qui est le club du coup filial de Lorient qui détient 40% du club. Donc il a d'ores et déjà un transfert à hauteur de 13 millions d'euros qui a eu lieu en janvier ou en février dernier. Elie Junior Kroupi a été prêté les 6 derniers mois de la saison dernière à Lorient. Au final, sa saison plus que XXL, c'est actuellement un des plus gros espoirs français au poste. Très clairement, j'ai pas peur d'employer ces termes-là. À 18 ans, c'est le meilleur buteur de Ligue 2. Donc voilà, moi depuis que je suis le foot, j'ai jamais vu ça. Il est vraiment énorme, je le trouve très bon. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est que il est chirurgical, même en dehors de la surface. Il a une très bonne frappe, que ce soit lointaine ou même dans la surface, il se déplace beaucoup. Ses mouvements sont très intéressants. C'est pas un point de fixation, non, c'est un attaquant qui bouge beaucoup, mais toujours avec un certain QI football derrière ça. Moi, je lui vois un vrai grand avenir. Alors, je suis pas sûr que la Première Ligue soit le championnat qui lui corresponde le plus tout de suite. Je pense même qu'il risque de se casser un peu les dents. Mais globalement, c'est un attaquant qui est vraiment intéressant. Donc j'espère vraiment qu'il aura la carrière qu'il mérite. Parce que vraiment, c'est un super attaquant. Donc voilà, il quitte Lorient, formé au club. Je pense que les formateurs ont de quoi être fiers. Parce que c'est vraiment un joueur qui attise beaucoup de convoitises. Donc voilà.
Théo Lebris, lui également formé au club, neveu de l'ancien coach lorientais, Régis Lebris, qui aujourd'hui fait les beaux jours de Sunderland en Angleterre. Lui, globalement, ça fait 1 an et demi qu'il joue plus trop à Lorient, il a été prêté ces 6 derniers mois à Guingamp, il est en fin de contrat dans 2 ans désormais, ou dans 1 an, je ne sais plus. Donc voilà, je pense qu'une vente à hauteur de 0,8 millions d'euros, donc 800 000 euros, est envisageable, peut-être en Ligue 2 certainement, ou même à l'étranger. On verra, notamment le Portugal qui aime bien aller chercher des jeunes joueurs de Ligue 2, donc on verra ça pour Théo Lebris, mais une chose est sûre, il ne fait plus du tout partie du projet lorientais. Joël Mvouka, lui, a joué pas mal de matchs cette saison avec Olivier Pantaloni, mais bon, comme depuis son arrivée, je ne comprends pas pourquoi Lorient a mis autant d'argent sur ce joueur-là, ou alors peut-être que son adaptation a été compliquée. Moi, je trouve qu'il a un jeu qui est très stéréotypé, qu'on arrive facilement à... Enfin, je n'ai pas l'impression que les défenseurs ont besoin de faire des réels exploits défensifs pour réussir à bien le canaliser le temps d'un match. À 22 ans, il a encore une certaine cote, notamment en Norvège, et j'en profite pour le revendre 2 millions d'euros. Je ne pense vraiment pas qu'il a le niveau Ligue 1, tant en Ligue 2 pour moi c'était déjà juste. Je dis pas qu'il a pas le niveau Ligue 2, mais il a pas le niveau d'un champion de Ligue 2 quoi. Ça n'a pas été le détonateur offensif de cette équipe lorientaise, donc je vais m'en séparer et je vais essayer d'aller chercher un joueur un peu plus fiable pour l'échelon supérieur. Donc voilà, Bamba Dieng, lui, que dire de Bamba Dieng, il a été désiré pendant des années par Loïc Ferry. Il a claqué, je crois, 8 millions d'euros pour le faire venir en provenance de l'OM, de Marseille. Et bah depuis, patatras. Bon, c'est dommage parce que je pense que c'est un vrai bon attaquant qui bouge beaucoup, qui peut se montrer assez chirurgical. Je pense qu'il est capable de faire des saisons à 10-15 buts, peut-être même en Ligue 1, peut-être même qu'il a le niveau. Mais je sais pas si c'est une volonté du joueur, de la nonchalance, un dépit un peu dans sa carrière. Peut-être qu'il est perdu parce que là il a enchaîné un nouveau prêt à Angers. Pour moi il avait un vrai tapis rouge. J'en avais parlé en début de saison dernière comme étant ça devait être sa saison où il devait se réveiller. Et bah ça n'a toujours pas été le cas. Au final il n'a quasiment pas joué à Angers, il n'a jamais fait en sorte d'être titulaire. Pourtant la concurrence c'était Esteban Le Paul qui s'est révélé vraiment qu'à partir de janvier-février. Et sinon c'est Ibrahima Niane quoi au poste. Donc bon, je pense quand même qu'il y avait moyen de mieux faire pour Bamba Dieng, qui ne s'est jamais vraiment imposé. Donc bon, il va revenir, Lorient devrait le vendre, il a encore une mini cote sur le marché, donc je pense que pour 1,5 million d'euros, le FCL pourrait être content vraiment de s'en séparer. Donc voilà. D'autres joueurs qui sont revenus de près, Cyrine Doucouré de Laval. Bon, globalement j'ai mis libre parce que je pense pas que Lorient pourra en tirer grand chose. Il est à 1 an de la fin de son contrat, il a enchaîné les prêts. Bon, globalement, son niveau, on peut l'établir à de la rotation en Ligue 2 comme à Laval justement. Il était bien dans ce rôle-là. Une chose est sûre, c'est qu'il fera pas partie du projet lorientais pour la Ligue 2. Quand j'ai mis tous ces départs-là, je m'appuie aussi beaucoup sur ce qui se dit. Il y a notamment un papier de Ouest France, il me semble, qui listait tous les mouvements prévisibles pour l'effectif lorientais. Cyrine Doucouré ne devrait pas faire partie de la rotation offensive du club. Donc voilà, je m'en sépare, mais je pense pas que Lorient puisse en tirer grand-chose. C'est pour ça que j'ai mis libre. Je pense que peut-être même qu'il y aura une résiliation de contrat, donc à voir. Isaac Touré, à 22 ans, grand espoir. Il y a encore 2 ans, il avait signé à l'OM. Et il avait fait l'objet d'un échange avec Bamo Meïté, il s'est retrouvé à Lorient. Première saison assez catastrophique. C'est bizarre, c'est que c'est quand même un gars qui commence souvent bien les saisons. Il fait 4-5 matchs, tu te dis oh, on tient un crack, le mec il fait 2m02, on voit que lui sur le terrain, il prend tous les ballons aériens. Et puis du jour au lendemain, tu sais pas pourquoi, il se retransforme en joueur un peu niveau Ligue 2, National 1. Et voilà. Et puis aussi des problèmes de blessure, je pense notamment liés à son gabarit. Je pense qu'il risque d'avoir des vrais problèmes et il en a déjà. Donc actuellement, les clubs se refilent un peu la balle. Cette saison, il avait été prêté à l'Udinese en Italie. Il avait bien démarré et depuis, il a complètement disparu. Grosse blessure, il me semble, au genou, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, à chaque fois qu'il est revenu, ça ne l'a pas vraiment fait. Donc voilà, problème de performance, problème de blessure. Je profite des derniers moments où il a encore une vraie cote, parce qu'il jouait quand même en Serie A, il a encore 22 ans. Je pense qu'on peut le vendre pour 3,5 millions d'euros pour un club qui, en gros, veut miser sur la jeunesse, parce qu'il y a encore un espoir qu'il devienne le joueur qu'on a tant espéré le voir devenir. Mais néanmoins, je ne prends pas le risque à Lorient et je m'en sépare le plus rapidement possible. Dembo Silla, lui, il avait été recruté librement à Laval. Bon, il a jamais réellement su passer le cap entre Ligue 2 et Ligue 1. Cette saison non plus, d'ailleurs, il a été prêté à Dender en Belgique, où il a vraiment pas été bon. Donc, ouais, bon, je pense qu'on peut en tirer 300 000 euros max, mais c'est le moment de s'en séparer.
Jean-Victor Makengo, alors lui c'est un des plus gros flops des derniers achats lorientais. Je crois que le club a dépensé 10 millions d'euros pour aller le chercher à l'Udinese. On est 2-3 ans plus tard. Une mauvaise saison en Ligue 1, une mauvaise saison en Ligue 2. Bon, on peut espérer un départ à hauteur de 1 million d'euros parce qu'il avait quand même fait des bonnes choses, que ce soit à Toulouse ou en Italie. Mais bon, vrai échec du recrutement lorientais là-dessus, j'ai pas besoin de rajouter grand-chose. On va essayer vraiment de recréer une vraie rotation, une vraie profondeur de banc dans l'entrejeu lorientais, parce qu'il y a entre un possible départ d'Arthur Avom et l'idée qu'il faut construire autour de Laurent Abergel, on va essayer d'aller chercher des jeunes joueurs avec du recrutement un peu plus intelligent que de mettre 10 millions sur un profil comme le sien. Donc voilà. Et puis la dernière vague de départ avec des joueurs de l'effectif lorientais, Gédéon Kaloulou, 3 saisons au club, la première était vraiment intéressante, et puis depuis un peu quand même Vogo, ça s'est un peu cassé la figure. Je m'en séparerai cet été à 1 an de la fin de son contrat. Formose Mendy, lui, attise encore beaucoup de convoitises. Dans la rotation, j'aurais aimé le garder, mais visiblement l'article de Ouest France parlait que le fait qu'il ait encore une certaine cote sur le marché, c'est le bon moment certainement pour les dirigeants lorientais pour s'en séparer, et ça devrait avoir lieu cet été. Donc voilà, un possible départ à hauteur de 3 millions d'euros. Arthur Avom et Bonk, ça c'est la grosse valeur marchande restante de l'effectif lorientais. Des clubs anglais sont dessus, et en général quand des clubs anglais arrivent, c'est terminé. J'ai mis un départ à hauteur de 10 millions d'euros, mais ça peut monter à peut-être même encore plus. Tant la saison du Camerounais a été bonne, d'ailleurs il a été sélectionné pour la première fois avec les Lions camerounais. Donc voilà, Arthur Avom et Bonk, très bonne saison aux côtés d'Abergel, ça aide aussi, on va pas se mentir. Mais voilà, à 20 ans, il quitte le club, et deux jeunes joueurs, parce qu'il y a des joueurs formés au club qui quittent normalement l'univers lorientais cet été, mais d'autres font partie du projet d'avenir, et Ouest France évoquait 2 prêts pour 2 jeunes joueurs, Enzo Janton, un défenseur central, et Jérémy Hachi, un attaquant qui a fait de vraies bonnes choses avec la réserve. Ils devraient donc être prêtés, soit en Ligue 2, soit en National, on verra, mais je trouve ça intéressant également. Si on tire un bilan des départs, donc on en est à 17 départs, dont 8 hors groupe. Alors qu'est-ce que j'entends par joueurs hors groupe? C'est tous les joueurs qui soit étaient en prêt, du coup on comptait pas du tout sur eux, ou soit les joueurs qui étaient en gros manque de temps de jeu avec Olivier Pantaloni, sur lequel l'entraîneur ne s'appuyait pas du tout. Donc voilà, c'est globalement les joueurs qui ne composaient pas vraiment le groupe lorientais la saison dernière pour être allés chercher le trophée de champion de Ligue 2. Au total, on récupère 36,1 millions d'euros de recettes transferts, hors commission. Donc c'est-à-dire je ne prends pas en compte les 10% pour les agents. Enfin vous savez, dans les transferts, il y a toujours un peu de magouille à gauche, à droite, on fait plaisir à tout le monde. Donc là-dessus, je suis vraiment parti sur le chiffre, on va dire, brut, en quelque sorte. On s'est séparé de beaucoup d'indésirables, notamment de joueurs qui revenaient de prêt et sur lesquels Lorient ne compte pas vraiment s'appuyer. Globalement, la plupart des prêts n'ont pas été très positifs côté lorientais. Beaucoup de départs de jeunes cadres, ça c'est vrai, Arthur Avom et Bonk, Elie Junior Croupi. Quand je dis de jeunes cadres, c'est des jeunes joueurs, mais qui avaient déjà une grosse importance sportive dans l'effectif lorientais. Donc effectivement on s'en est séparé, mais c'est aussi ça, c'est la réalité économique du football français, c'est qu'il y a besoin de grosses ventes, et donc Lorient ne fait pas figure d'exception, et grâce à ces ventes là, on a quand même une petite enveloppe, mais on a au moins une enveloppe pour le mercato et pour vraiment réaliser le renouvellement d'effectifs en question. Et donc si on jette un coup d'œil aux 11 lorientais, l'équipe type lorientaise, avec l'absence, avec tous les départs qu'on a fait, et là on se rend compte qu'il va y avoir beaucoup de boulot. On a quand même 6 joueurs à recruter sur ce 11 type lorientais en 4-4-2, qui est globalement le schéma utilisé par Olivier Pantaloni ces dernières semaines. Donc on retrouve quelques cadres, j'avais dit qu'il fallait en conserver, notamment sur le côté gauche, Darlene Nyongwa, Montassar Talbi, Laurent Abergel, Pablo Pagis qui a fait une saison XXL, et c'est un joueur que j'adore. Je crois qu'il a marqué le plus beau but de Ligue 2 l'année dernière avec une frappe magnifique enroulée à 25 mètres, c'était exceptionnel. Je kiffe vraiment bien ce joueur. On a Mohamed Bamba, et puis dans une rotation, on a également Julien Ponceau qui fait partie des cadres qui sont au club depuis pas mal d'années. Mohamed Bamba, j'avais quand même envie d'en dire un mot, parce que quand il est arrivé, il affolait tous les compteurs. Je crois qu'il a marqué 5 buts sur ses 7 premiers matchs en Ligue 1. Beaucoup de clubs étaient dessus. Au final, il est resté à Lorient. Il a eu quelques blessures. Ça n'a pas été le joueur qu'on a le plus vu en Ligue 2. Mais globalement, quand il était là, on sent que c'est un attaquant qui a vraiment beaucoup de potentiel. Je n'hésite pas, et je lui confie à nouveau les clés de l'attaque lorientaise, et notamment les clés du remplacement d'Elie Junior Croupi. Je crois beaucoup en son potentiel, et je pense qu'en Ligue 1, il est capable d'aller mettre 10-15 buts, ce qui permettrait, on va pas se mentir, à Lorient de pouvoir peut-être en tirer 15-20 millions l'année prochaine. Et avec le contexte des droits télé qui sont très très flous, Lorient ne va pas cracher dessus, donc voilà.
Mohamed Bamba, qui compose du coup également le 11 type de l'attaque lorientaise. Si on regarde un peu un second 11 type, en se projetant un petit peu, en imaginant la profondeur de banc, on a un deuxième gardien, Benjamin Leroy, à qui il reste 1 an de contrat, gardien expérimenté, en doublure en Ligue 2, il n'y a pas de souci. Dans le pire des cas, il y a Allet en tant que troisième gardien, qui lui doit avoir 24 ans si je dis pas de bêtises. Igor Silva, qui reste au club, latéral droit, qui globalement a fait de bonnes choses en Ligue 2, une vraie bonne saison. Alors ça reste trop lèche pour la Ligue 1, et on va aller chercher un vrai latéral droit qui est très prometteur et sur qui on peut vraiment construire pour les tâches supérieures, mais néanmoins en doublure Igor Silva, à mes yeux c'est très positif. Nathaniel Adjei, qui lui pareil est très gêné par les blessures, il avait fait des vrais bons premiers matchs avec Lorient quand il avait été recruté à l'hiver 2024. Par contre, c'est vrai que les blessures, ça a complètement entaché sa saison. Néanmoins, avec le départ de Formose Mendy, je pense qu'on peut compter sur lui dans la rotation. On va aller chercher un autre défenseur central en plus pour faire cette profondeur de banc là, mais globalement on conserve le Ghanéen. Julien Ponceau du coup qu'on voit en doublure de Pablo Pagis, on peut imaginer une rotation, hein. Ponceau sera pas remplaçant toute la saison à Lorient, ça c'est clair. Bandiougou Fadiga au milieu de terrain, donc qui compose la rotation du milieu, qui a été recruté, c'est vraiment le 4e milieu, c'est-à-dire que c'est vraiment pas celui que je ferais rentrer en premier lieu, je le trouve encore bien trop faible pour la Ligue 1, il est vraiment là pour faire le nombre en quelque sorte, et puis à voir hein, s'il arrive malgré tout à faire quelques bons matchs. Il peut avoir un profil intéressant qui varie des autres profils qu'on va avoir au milieu de terrain. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai gardé. Panos Katsiris, globalement, il a quelques blessures, quelques absences, mais à chaque fois que je l'ai vu, je trouve qu'il a un apport assez positif pour cette équipe lorientaise. Alors on aurait pu en attendre plus en Ligue 2 de sa part, ça n'a pas été le cas. Je lui donne malgré tout une seconde chance en espérant qu'il la saisisse en Ligue 1. Et l'attaque, Ayegun Tozin et Sambou Soumano. J'ai vu que Soumano pourrait partir parce que malgré tout, il a inscrit, je crois, 14 buts en Ligue 2. Ça fait des années d'ailleurs qu'il plante pas mal en Ligue 2. Je pense que c'est le moment pour lui de confirmer en Ligue 1. C'est un joueur qui d'ailleurs tire les pénaltys à Lorient, il a quand même un certain rôle, une certaine aura dans le vestiaire, donc voilà, pour moi c'est important de le garder parce qu'on s'est quand même déjà séparé de beaucoup de joueurs. Et puis Ayegun Tozin, qui mine de rien a fait son trou un peu cette saison, je crois qu'il est à 7 ou 8 passes D quand même en Ligue 2, et puis j'ai l'impression que lui, ce schéma à 2 attaquants de pointe, ça lui plaît énormément, donc vu qu'on part sur ce schéma là, j'ai décidé de le conserver une année de plus au FC Lorient. Donc voilà. Malgré tout, vous avez vu qu'il y a beaucoup de recrues à aller chercher, donc si on regarde un peu les postes ciblés, il nous faut un gardien titulaire pour remplacer Yvan Mvogo, un défenseur central titulaire pour remplacer, rappelez-vous, Laporte qui était parti libre à Montpellier, un défenseur central dans la rotation pour remplacer Formose Mendy, un défenseur gauche doublure, bien plus huppé que Isaac James qui devrait quitter le club librement, donc une vraie doublure à Darlene Nyongwa, voire même pour pouvoir mettre en concurrence le Camerounais, un défenseur droit titulaire, donc qui devancerait Igor Silva dans la concurrence, mais globalement pareil, hein, installer de la concurrence pour essayer de tirer le meilleur de chaque joueur, un milieu défensif en doublure, donc une vraie doublure à Laurent Abergel, donc là on est globalement sur un remplaçant à Jean-Victor Makengo, un milieu de terrain titulaire, un remplaçant à Arthur Avomebong pour épauler justement Abergel dans cette paire de milieu de terrain, dans ce binôme, un milieu droit titulaire du coup pour remplacer Joël Mvuka, et puis un buteur titulaire pour remplacer les juniors croupies, même si je vais essayer d'aller chercher un profil différent parce qu'on a déjà un peu de jeunesse à ce poste-là avec Mohamed Bamba et avec Sambou Soumano. Mais voilà, ça fait quand même 8 joueurs à aller chercher, si je compte bien. J'ai mal compté, ça fait 9 joueurs à aller chercher. Il faudrait peut-être que je retourne un peu à l'école et refaire un peu de mathématiques. Ça me manque, visiblement. Donc voilà, 9 joueurs à aller chercher. Pas mal, notamment pour le 11 titulaire, 6 pour le 11 titulaire et quelques joueurs pour la rotation également. Donc voilà, vu qu'on a du boulot, sans plus attendre, est-ce qu'on n'attaquerait pas directement avec le poste de gardien de but? Et oui, je vais chercher Jonathan Fischer. Alors, ce n'est pas moi qui ai trouvé ce nom, je ne vais pas mentir, j'ai vu que Lorient ciblait réellement le joueur, et du coup ça m'a donné l'envie d'aller prospecter justement ce marché norvégien que Lorient aime beaucoup prospecter également. Alors j'ai trouvé Jonathan Fischer, j'ai trouvé également Tankvik, qui est un autre jeune gardien de 2 ans de moins, qui pareil réalise une vraie saison XXL. Jonathan Fischer, on a quand même un peu plus de data sur lui, 2 saisons vraiment pleines de sa part, il est très grand, je crois qu'il fait 1m96 ou 1m97, il se couche très vite au sol, ce qui est quand même très positif pour un gardien de cette envergure là. Alors il a encore une vraie marge de progression, notamment dans son jeu au pied, mais bon, le jeu d'Olivier Pantaloni n'étant pas celui de Luis Enrique
compliqué, on va pas non plus lui imposer ça. Malgré tout, ça reste un très bon gardien qui peut faire les beaux jours de Lorient, et à 23 ans, une revente est plus que possible. C'est pour ça que je n'hésiterai pas à vraiment casser ma tirelire pour lui. C'est le plus gros transfert que je réalise. Je mets 5 millions d'euros sur la table pour aller le chercher. C'est aussi parce qu'il y a un peu de concurrence, notamment de clubs belges, Genk si j'ai bien vu. Mais voilà, je pense que le joueur peut être intéressé à l'idée de se révéler en Ligue 1, et puis pourquoi pas aller chercher la place tant attendue de gardien titulaire de la sélection norvégienne aux côtés d'Odegaard, de Haaland. C'est quand même une sélection assez émergente du football. Donc voilà, Jonathan Fischer à Lorient, c'est signé. On continue avec le défenseur central titulaire. Et là, je suis pas allé chercher très loin en tant que supporter nantais. C'est un défenseur qui a été formé dans notre école de formation, Junior Diaz, formé au FC Nantes, qui a quitté le club l'année dernière contre 3 millions d'euros. Il a rejoint le projet City Football Group avec les Stacks de 3. Il a fait une saison XXL en Ligue 2, sa deuxième puisqu'il était prêté à Annecy l'année précédente. C'est très simple, il a une progression qui est constante, mais qui est comme ça, voilà, qui est assez exponentielle. Bon, plus on l'a vu déjà avancier dans la saison, plus on l'a trouvé serein. Et à seulement 21 ans, je trouve qu'il commence déjà à atteindre un niveau plus qu'encourageant. Alors il est très grand, il fait 1m93, c'est le joueur de Ligue 2 qui réussit le plus de sauvetages, tout simplement, donc ça c'est quand même positif, et très loin devant le deuxième, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est lui qui fait le ménage dans sa surface, c'est lui le patron, là-dessus vous pouvez être tranquille. Vu que Talbi est un joueur un peu plus âgé, plus expérimenté, qui lui s'occuperait un peu plus de la relance, lui, niveau sauvetage, duel gagné, bref, c'est un très bon défenseur au sens propre du terme. 65% de duels gagnés en Ligue 2, pareil, hein, il fait partie du top. Donc voilà, moi c'est un joueur que j'adore, que je suis beaucoup. Et puis il y a un intérêt malgré tout, parce qu'on peut se dire, oui mais 3 avec le City Football Group, ils n'ont pas forcément besoin d'argent, ils n'ont pas forcément besoin de s'en séparer. Mais rappelez-vous, Abdoulaye Ndiaye, pareil, qui avait été prêté à Brest l'année dernière, c'était le même schéma, c'est que pour le City Football Group, l'intérêt de voir les jeunes joueurs briller et avoir de la valeur marchande, ça a plus d'intérêt que réellement que la saison de les Stacks de 3. Donc c'est-à-dire que je pense que c'est intéressant pour eux de le voir faire une saison pleine en Ligue 1. Alors, essayer de glisser une option d'achat pour Lorient, c'est intéressant, même si City Football Group, en général, ils n'hésitent pas à mettre des options d'achat à 8 ou 9 millions, donc assez un peu hors de portée du budget lorientais. Mais c'est pas grave, l'idée c'est qu'il se révèle et qu'il fasse une grosse saison aux côtés de Montassar Talbi. Junior Diaz au FC Lorient, c'est signé. On continue avec le défenseur central dans la rotation, et je suis allé chercher Bamo Maïté. Alors, pourquoi je suis allé chercher Bamo Maïté ? Tout simplement parce que c'est pas possible de le laisser à l'abandon comme ça, lui qui vit une saison vraiment très compliquée. Après une première saison assez encourageante à Marseille, donc c'est un joueur qui a été formé à Lorient, il a fait l'objet d'un gros échange, une sorte d'opération un peu magouille entre Lorient et Marseille. Il s'est retrouvé à l'OM il y a 2 ans désormais. Sa première saison avait été assez encourageante, quelques matchs en défense centrale où il avait été plutôt bon, il affichait vraiment de bonnes stats, 68% notamment de duels aériens gagnés sur la saison 2023-2024, on l'a vu jouer un peu latéral droit, bref. Bon, c'était pas non plus parfait, mais c'était encourageant. Et puis l'arrivée de Roberto De Zerbi a complètement fait écrouler le château de cartes pour Bamo Maïté, puisque l'Italien ne comptait pas du tout sur lui. 6 mois sans jouer, 6 mois après compliqué dans le contexte montpellierien, où globalement la saison a rapidement tourné au vinaigre. Donc voilà, il faut le relancer. Moi je mets un prêt avec option d'achat. Marseille souhaite s'en séparer. Donc une option d'achat à hauteur de 2 ou 3 millions d'euros, comme ça s'il fait une bonne saison, tu récupères un jeune défenseur formé au club qui a beaucoup de potentiel et je le maintiens. Donc voilà, c'est un très bon relanceur, ce qui le différencie aussi un peu à la fois du profil de Talbi et de Junior Diaz. Donc voilà, je vais le rechercher et j'espère qu'il saura se relancer à la maison, puisque à Lorient, il est chez lui. Je sais plus s'il y a été formé ou s'il est arrivé sur la fin des années jeunes. En tout cas, il y a au moins été post-formé. Donc voilà, Bamo Maïté, retour à la maison, ça c'est signé également. Pour le défenseur gauche, doublure, écoutez, je profite des bons échanges avec Bournemouth, entre frérots, pour aller chercher le prêt d'un jeune argentin qu'ils sont allés chercher il y a 6 mois désormais, Julio Soler. Alors moi qui voulais mettre en concurrence Darling Nyongwa, je me régale à l'idée de le voir. Alors il n'a quasiment pas joué en première ligue, et avec l'arrivée d'Adrien Truffert, et j'ai vu que Bournemouth ciblait un autre latéral gauche en plus, donc globalement le poste va être déjà bien verrouillé, et Julio Soler risque de pas trop avoir de temps de jeu la saison prochaine, même malgré le départ de Milos Kerkez qui devrait signer à Liverpool.
Julio Soler, du coup, pourrait être intéressé à l'idée de jouer en Ligue 1. Lui qui a brillé en Argentine, il y a encore 6 mois, il brillait en Argentine, hein, donc c'est pas un joueur qui est à la cave depuis 1 an ou 2 ans. Il a brillé également au JO, aux Jeux Olympiques avec la sélection espoir de l'Argentine, il avait vraiment été très positif. Donc voilà, Julio Soler en Ligue 1, je pense que ça peut intéresser Bournemouth également, encore une fois, pour la valorisation. Pour le coup, je pense pas qu'on puisse mettre d'option d'achat dans le coup, mais voilà, je trouve ça intéressant. C'est un latéral qui est vraiment assez complet, très bon défensivement, il a également un bon apport offensif, un profil quand même malgré tout un peu plus défensif à Yongwa qui lui se projette beaucoup, mais voilà, pour moi c'est une vraie alternative au Camerounais, donc je n'hésite pas, je me fais prêter Julio Soler. Au poste de latéral droit, alors là j'ai appelé mes meilleurs scouts, je suis parti en Croatie pour aller le voir. Je parle de Moris Valincic, latéral droit croate qui joue au NK Istra. Donc moi je voulais mettre une sorte de balance dans cette défense, vous imaginez, vous vous rappelez un peu du 4-4-2 que je souhaite mettre en place. Comme Yongwa est un joueur qui se projette beaucoup offensivement, je voulais une balance un peu plus défensive sur le côté droit, comme c'était déjà le cas avec Kalulu, qui lui est un profil bien plus défensif. Et donc je n'ai pas trahi la stratégie d'Olivier Pantaloni et je suis allé chercher un joueur vraiment très bon défensivement, un des meilleurs intercepteurs du championnat croate, à 22 ans et à 1 an de la fin de son contrat, tu peux l'avoir pour seulement 1,8 million d'euros. Moris Valincic, 60% de duels défensifs gagnés, 11 clean sheets, il a failli être appelé par la sélection espoir croate pour jouer c'est l'Euro Espoir en ce moment, je sais plus s'il y est ou s'il a failli y être et au final c'est son club qui a refusé, je ne me souviens plus, mais bon, au final c'est le meilleur dribbleur et le meilleur intercepteur de son équipe, 60% de duels défensifs gagnés, le NK Istra c'est 11 clean sheets avec Valincic sur le terrain, donc c'est quand même, ça montre qu'il sécurise quand même plutôt bien le couloir droit. Donc voilà, je vous incite vraiment à aller voir des vidéos de ce jeune joueur, il est très prometteur et je pense qu'il va très rapidement toquer à la porte des 5 grands championnats européens. Donc moi, je devance tout le monde et je vais le chercher pour 1,8 million d'euros. Moris Valincic au FC Lorient, c'est signé également. Pour la doublure, du coup, au poste, la doublure pour Abergel, là, pareil, je n'ai pas forcément eu besoin d'appeler mes meilleurs scouts, mes meilleurs recruteurs. Lorient est réellement sur lui. Noah Kadiou, un des meilleurs joueurs de Ligue 2. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs en poste de numéro 6/ numéro 8. Très bon relanceur et je pense qu'il serait parfait dans le double pivot lorientais, donc une vraie doublure à Laurent Abergel. En plus de ça, il a des stats offensives, 5 buts et 4 passes D, il fait 1m91 donc il prend également des ballons de la tête. Il est très solide et en plus de ça, il est plutôt agile avec ses pieds, il arrive à avoir une très bonne précision de passe. J'ai mis précision avec un S parce que passe longue et passe courte, c'est un des leaders de son équipe. D'ailleurs, sur tous les sites qui évoquent un peu les stats au niveau de la data, etc., il est considéré comme étant le meilleur joueur de Rodez, devant un Timothée Nkada qui est le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 par exemple. Mais voilà, c'est pour dire l'ampleur de la saison de Noah Kadiou. Pour 1,7 million d'euros, pour une doublure en plus de ça, je pense que c'est un vrai luxe. Donc voilà, je ne vais pas cracher dessus et je valide à 100% l'idée lorientaise de vouloir aller le chercher et aussi de vouloir exploiter une réserve comme la Ligue 2 où il y a beaucoup de talent, donc d'aller chercher les meilleurs joueurs de Ligue 2 pour les faire éclore au plus haut niveau. Bon voilà, ça fait partie en plus de ça des meilleurs intercepteurs de Ligue 2, et donc un milieu qui gratte des ballons en plus, vraiment une vraie doublure à Bergel qui adore ça, donc voilà, ça colle à 100%. Et puis là par contre, je me suis fait un petit kiff. Pour aller chercher le milieu central titulaire, je suis allé le chercher en 2e division portugaise. Vous savez que j'adore regarder les championnats portugais parce que c'est des championnats assez ouverts qui révèlent pas mal de jeunes. En témoigne la sélection portugaise qui a gagné la Ligue des Nations, qui est vraiment une sélection bourrée de talent. Et là, je suis allé chercher un Brésilien qui joue à l'União Liera, un des meilleurs joueurs de Liga Portugal. C'est très simple, vous prenez toutes les stats. Il est au moins sur le podium du championnat sur quasiment toutes les stats. Précision passe, c'est le 4e meilleur milieu du championnat. 76 tacles réussis, le 5e meilleur du championnat, tout poste confondu. 47 dribbles réussis, c'est le 3e du championnat, le meilleur milieu dans ce registre-là. Donc voilà, c'est un milieu très complet, qui en plus de ça a une vraie portée offensive de création d'occasion, donc complémentaire à mes yeux à Abergel, complémentaire à plus d'un titre, puisque Abergel reste un profil assez frêle. Quand je dis assez frêle, c'est par la taille, Abergel doit faire 1m73, Ryan Guilherme c'est 1m87, donc tout de suite les bases sont posées. Donc voilà, je vous incite vraiment à vous renseigner sur son profil. Il est prêté par la réserve de Fortaleza au Brésil, qui ne compte pas forcément visiblement sur lui. Pour 800 000 euros, je vous le dis, c'est un talent à éclore
en Ligue 1, il va exploser ce joueur. Je le prédis, je le trouve vraiment très très fort. Donc voilà, moi je n'hésite pas, je vais le chercher et je lui donne les clés du milieu de terrain avec Abergel. Surtout qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont éclos aux côtés d'Abergel et je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas pour lui. Donc voilà, en plus de ça, il y a déjà un Brésilien dans l'effectif avec Igor Silva, donc il sera pas tant isolé. Et ça me plaît également. Donc voilà, je vais le chercher à plus d'un titre. Ensuite, une opportunité de marché pour remplacer Joel Mvuka. Je voulais un gaucher qui rentre un peu plus intérieur sur le couloir droit, là où Mvuka était droitier. J'ai trouvé Kwame Poku, joueur libre que je suis depuis environ 6 mois déjà. C'est très simple, sur ces 2 dernières saisons, c'est 23 buts et 15 passes D en quasiment autant de matchs, hein, en 45, entre 45 et 50 matchs en 2 ans. Deuxième meilleur dribbleur de son championnat, il joue en 3ème division anglaise à Peterborough, c'est comme ça que s'appelle son équipe. Alors j'ai mis attention aux blessures pour apporter une seule contradiction, c'est que là, de janvier à mars, il a quasiment pas joué parce qu'il a eu un problème à la cheville, si je dis pas de bêtises. Il est gaucher à 23 ans, il y a une vraie possibilité de revente et il a une efficacité chirurgicale, c'est-à-dire que c'est un des joueurs qui a le plus de qui a le moins de expected goals, c'est-à-dire que c'est un joueur qui a une vraie qualité de frappe, c'est-à-dire que peu importe d'où il tire, en général c'est cadré et c'est un vrai danger pour le gardien adverse. C'est pas un des joueurs qui tire le plus du championnat, mais c'est un des meilleurs buteurs, donc ça témoigne à mes yeux d'une certaine qualité. Extrêmement décisive, donc c'est bien, ça peut contrebalancer avec l'idée d'avoir un milieu offensif sur l'autre côté entre Julien Ponceau et Pablo Pagis. Lui au moins, t'as un joueur qui marque des buts, qui fait des passes D, et vu qu'on va avoir un duo d'attaquants très prolifique, je n'hésite pas. Et puis qui pour recevoir les caviars de Kwame Poku, si ce n'est qu'un attaquant qui a fait les beaux jours de Lorient pendant des années, Vincent Aboubakar, le retour à la maison. 7 buts en 22 matchs de Super League, il est en fin de contrat avec Beşiktaş. Son salaire est de nouveau plus abordable, il est en baisse depuis plusieurs années. Et là, je pense qu'il ne devrait pas excéder les 60 000 € par mois, ce qui reste du coup à la portée de Lorient. Il est toujours aussi efficace en sélection, où c'est une vraie légende du Cameroun pour le coup. Contraint d'un an à 2 ans max, ça pour moi c'est important, surtout au vu de son âge, hein. Il a 33 ans et ça reste un pari, mais je suis sûr que ça marcherait et qu'il va de nouveau planter entre 8 et 10 buts. Il avait fait les beaux jours de Lorient pendant des années, c'est un attaquant qui m'a toujours impressionné, je l'ai toujours trouvé sous-coté, je pense qu'il aurait pu aller taper au moins une porte plus haut que ce qu'il a connu, mais bon, c'est pas grave, retour à la maison, retour en Ligue 1, Vincent Aboubakar, bienvenue. Voici notre nouveau buteur titulaire, le remplaçant d'Elie Junior Kroupi. Alors c'est pas exactement le même profil, je vous l'accorde, mais là on a un vrai numéro 9, renard des surfaces, comme on aime. Donc voilà. Si on jette du coup un coup d'œil aux 11 Lorientais titulaires, Jonathan Fischer prend donc place dans les buts à la place d'Yvan Mvogo. Devant lui, la défense Montassar Talbi Junior Diaz, qui est une des révélations de Ligue 2, ça m'intéresse beaucoup. Sur les côtés, c'est très jeune encore une fois. Darling Nyongwa, une vraie bonne surprise de cette saison de Ligue 2 où il a déjà une certaine cote sur le marché. J'essaierai de le prolonger parce que je crois qu'il est en fin de contrat dans seulement un an. Ça va être aussi un des enjeux l'orienté du mercato estival. Maurice Valincic qu'on allait chercher en Croatie. Kwame Poku qu'on allait chercher en 3ème division anglaise. Ryan Guilherme, 22 ans qu'on allait chercher en 2ème division portugaise. Là il y a eu du boulot, hein, effectivement. Laurent Abergel, 32 ans, vrai cadre au milieu de terrain. Pablo Pagis qui devrait faire également une grosse saison Ligue 1 je pense. Et puis le duo d'attaquants Mohamed Bamba Aboubakar. Mélange parfait entre expérience et cadre, et également beaucoup de jeunesse et de talent à faire éclore. Mohamed Bamba, Darling Nyongwa, Ryan Guilherme, Kwame Poku, Maurice Valincic. Seul Junior Diaz, bon, étant donné que c'est un prêt, il y a des chances que ça fonctionne, mais qu'il n'y ait pas forcément de revente derrière. Néanmoins, cette équipe me plaît énormément. Et là, on a eu un vrai renouvellement, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le côté droit que je trouvais un peu faiblard de cette équipe lorientaise la saison dernière. Ah bah c'est très simple, on l'a refait dans quasiment son intégralité. Donc voilà, pour moi on a fait du bon boulot. Et puis si on regarde la profondeur de banc, pour encore plus admirer l'étendue de notre travail, eh bien on se rend compte du coup que il y a le duo de défenseurs Bamo Meite et Nathaniel Adjei qui sont là du coup pour suppléer le duo Talbi Junior Diaz, Julio Soler en doublure de Darling Nyongwa, Igor Silva en doublure de Valincic. J'ai gardé Katsiris comme étant un milieu droit qui peut notamment permettre de jouer dans une défense à 5 au cas où. Noah Kadiou comme remplaçant au milieu de terrain de Guilherme ou de Abergel. Il y a des chances que vu que en tant que 3ème dans la hiérarchie, il devrait avoir pas mal de temps de jeu. Fadiga, lui, est vraiment 4ème et un peu plus loin dans la hiérarchie, donc à voir. Julien Ponceau est également là au milieu de terrain en tant que milieu offensif, mais peut également dépanner sur le côté gauche à la place de Pagis. Et puis le duo d'attaquants, Ayegun Tozin, Sambou Soumano. Il y a de la qualité et on a un groupe là de 26 joueurs avec également Bassirou Ndiaye comme vous pouvez le voir en bas à droite. Moi ça me plaît beaucoup, pour moi on a vraiment plutôt bien géré ce mercato lorientais, donc voilà.
Si on tire un bilan du recrutement, on a donc effectué 9 arrivées pour seulement 9,3 millions d'euros de dépenses transferts. Donc là, on a vraiment, en plus de ça, assaini les finances du club. On a vraiment respecté les difficultés financières que traversent les clubs français. J'avais prévu d'aller chercher beaucoup de jeunes joueurs à développer. Je suis allé chercher 7 joueurs de moins de 23 ans. Donc 7 joueurs sur 9 qu'on allait chercher en moins de 23 ans. Les deux seuls un peu plus âgés, c'est Kadiou, 26 ans, et Aboubacar, forcément, 33 ans. On a renouvelé quasiment l'intégralité de l'effectif. Là, pour moi, on a une vraie équipe niveau Ligue 1. On a conservé des cadres, Abergel, Talbi, Pagis, Yongwa, Ponceau notamment. Donc voilà, ça m'intéresse. Donc pour moi, on a respecté les objectifs qu'on s'était fixés en début de vidéo. On a respecté ce qu'on voulait faire dans cette équipe lorientaise. En tout cas, j'espère que cette vidéo Mercato Idéal vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde!